Chers auditeurs, vous êtes sur Fréquence Orage d'Acier, l'émission web de la Révolution conservatrice. Je reçois ce soir Monsieur K. Bonsoir. Et donc Monsieur K et votre serviteur Julien, nous allons aborder aujourd'hui un thème qui nous est cher, puisque nous allons parler de la radio en elle-même, de la radio Fréquence Orage d'Acier. Alors cette présentation intervient pour cette 12e émission, ce qui est peut-être un peu tard, mais apparemment c'est une demande populaire qui nous a pas paru nécessaire quand on a lancé. Mais finalement, certaines personnes se demandent qu'est-ce que Fréquence Orage d'Acier ? Écoutez, cher Julien, en effet, à la suite de divers retours sur les émissions passées, nous avons eu plusieurs fois cette question. Quand est-ce que vous présenterez ? Quand présenterez-vous le projet ? J'ai fait, il est vrai, lors de, je crois, la 2e émission, une très brève présentation du projet Fréquence Orage d'Acier. Mais puisque certains ont besoin qu'on explique tout, alors on va prendre 7 heures avec évidemment les coupes musicales et la chronique en fin d'émission pour expliquer dans l'intervalle donc quel est ce projet, pourquoi on a lancé cette initiative et tous les détails afférents à la fréquence, puisque il y a aussi des questions parfois sur le blog de Méridien Zéro concernant tel ou tel auteur ou tel livre ou musique qui a été diffusé, ou lors des collages sonores aussi en fin d'émission, on nous demande les références. Et pour des choses aussi simples que cela, il me semblait nécessaire quand même de revenir sur une présentation un peu plus ample de l'émission, puisque toutes ces informations en fait sont postées lors de chaque émission sur YouTube, lorsque l'émission est YouTubée, comme on dit. Les informations qui sont sous la vidéo en fait listent l'ensemble des informations, à la fois un résumé de l'émission et la plupart des noms, des titres d'ouvrages qui sont évoqués pendant le cours de l'émission, également pour ce qui est des musiques et des collages sonores. Alors on abordera évidemment les questions techniques de où trouver l'émission, quand l'écouter, etc. Mais on peut peut-être commencer par le nom, Orage d'Acier. Alors c'est le titre d'un ouvrage de Ernst Jünger, de son grand roman sur la Première Guerre mondiale. Personnellement, j'ai lu beaucoup de romans sur cette époque-là, c'est à mon sens le meilleur. Alors Monsieur K, pourquoi Orage d'Acier ? Alors tout d'abord, Orage d'Acier, ça a été un blog qui a été lancé en 2008, si ma mémoire est bonne. C'est toujours un blog. Oui, tout à fait, mais ça a d'abord été ça. Ça a été le blog Orage d'Acier qui, comme la radio, a voulu se mettre délibérément sous le patronage d'Ernst Jünger, avec ce titre très évocateur, Orage d'Acier, donc en allemand Installgewittern, pardon pour les auditeurs, qui a été publié par Jünger en 1920, et qui est pas exactement un roman, mais plutôt un récit autobiographique de son expérience, donc de la Première Guerre mondiale, qu'il a vécu comme lieutenant, et qui a été en fait son ouvrage à la fois le plus lu, déjà à l'époque. Dans ce récit autobiographique, en fait, Jünger aborde l'expérience de la guerre comme une expérience intérieure. Je crois que le sous-titre, au moins dans une des éditions de Orage d'Acier, c'est « La guerre notre mère ». Ce qui renvoie bien à cette expérience intérieure qui a été aussi traitée par des auteurs français, comme celui d'Henri Barbus, Le Feu, qui aborde le thème de la Première Guerre mondiale comme expérience tout à fait extraordinaire par sa dimension, ses causes, sa réalité et ses conséquences aussi. Conséquences, je dirais, sur la psyché des gens qui l'ont traversée. On pense tous ici aux gueules cassées, on pense aussi aux traumatismes qui ont été consécutifs à la guerre, à des films même qui ont évoqué cela, comme La Chambre des officiers, ou d'autres œuvres de fiction ou de témoignages qui nous ont été légués par ceux qui ont traversé cet enfer sur Terre. Le nom lui-même de l'ouvrage, Orage d'Acier, traduit très bien la réalité qui est évoquée par Jünger, c'est-à-dire il pleuvait tellement de fer sur les hommes en ce temps-là qu'il en est venu à parler de ces orages, n'est-ce pas ? On imagine bien que c'est une expérience absolument apocalyptique et qui renvoie également à une autre apocalypse qui est celle de l'extinction, d'une certaine façon, du règne des Européens sur le monde et d'une certaine façon, à une certaine guerre civile européenne. Cette expression ne doit pas gommer les réalités nationales qui précédaient et qui d'ailleurs se sont poursuivies également après ce conflit. Il y a quelque chose de cela malgré tout, d'une sorte de suicide européen dans les tranchées, et en particulier des deux grandes nations vertébrales de l'Europe occidentale qui étaient la France et l'Allemagne. Alors on est en 2015, Orage d'Acier se passe en 14-18. Aujourd'hui, plus personne encore vivant n'a vécu cette guerre, la der des der. Mais nous nous trouvons encore aujourd'hui dans le cycle qui a été ouvert justement par la Première Guerre mondiale et par cette tuerie de masse par la technologie.
Oui, tout à fait, c'est le premier conflit de proportion véritablement industrielle. C'est-à-dire que les critères de l'industrie ont été appliqués à la guerre, et le rendement, c'était le nombre de morts, le bilan à la fin de chaque journée dans tous les camps. C'est la première fois que l'on va d'ailleurs déduire de la puissance industrielle des nations leur puissance militaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement d'un conflit armé, mais de la véritable mobilisation de toutes les ressources industrielles, énergétiques et minières des nations en conflit. Et en réalité, c'est ces critères-là qui vont faire le partage, puisque c'est l'entrée en guerre des États-Unis qui conclura cette guerre, sans d'ailleurs jamais un officier ou un soldat de l'alliance franco-anglo-américaine ne mette un pied en Allemagne, puisque l'Allemagne a quand même connu une défaite sans être défaite militairement, au sens traditionnel, enfin au sens qui prévalait jusqu'alors. C'est une guerre toute radicale dans sa brutalité, dans sa nouveauté aussi, par les moyens employés, par exemple l'usage des gaz de combat, qui là aussi renvoie immédiatement à l'aspect industriel de ce conflit. Et c'est à cette occasion aussi que, d'une certaine façon, la tectonique des nations, se fracassant les unes contre les autres, a été mise en œuvre pour la première fois, puisqu'en plus du principe de la levée en masse, qui avait déjà prévalu précédemment lors des guerres napoléoniennes et des guerres révolutionnaires qui ont inventé ce principe, on assiste cette fois à non seulement la levée en masse des populations, mais également la levée en masse de toute la nation, et en particulier de ce que Bernanos va appeler dans Les Enfants humiliés l'arrière. L'arrière, c'est-à-dire justement les usines, l'industrie, le moral, la presse et les politiques avec leurs bobards. Et donc justement, ces nations européennes qui vont se fracasser les unes contre les autres ouvrent ce cycle de la crise de la nation et de la crise de la civilisation européenne. Alors on en verra les fruits sur les territoires colonisés, plus précisément après la Seconde Guerre mondiale, mais en fait ça a commencé dès 14. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Si nous avons fait l'analyse que c'est pendant la guerre 14-18 qu'en fait s'est ouverte la grande crise européenne, non seulement la crise de sa puissance, de la puissance respective de chacune des nations qui la composaient alors, mais aussi la crise dans l'homme. Ici, ça évoque immédiatement en moi les images des artistes qui ont succédé immédiatement à la Première Guerre mondiale, que ce soit la nouvelle objectivité allemande, l'expressionnisme, même Dada, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs. On voit bien qu'il y a une obscurité nouvelle qui émerge dans les arts plastiques, en particulier dans la peinture, et cette obscurité traduite dans les portraits, de la nouvelle objectivité allemande, par exemple, ou alors de l'expressionnisme allemand, ou même dans le surréalisme français, tous ces portraits collectifs aussi de poilus, de gueules cassées. Le cubisme aussi intervient à ce moment-là, même s'il a commencé avant-guerre. Le cubisme, d'une certaine façon, traduit aussi ce sentiment d'une rupture à l'intérieur des êtres, mais aussi déchirement des chairs par le traumatisme absolument effroyable qui a frappé jusqu'au dernier village français ou allemand. Il y a des monuments aux morts dans la dernière commune, dans le dernier lieu-dit en France. Ça a concerné absolument toute la nation, toutes les familles ont été endeuillées, et plus gravement, c'est l'homme lui-même qui a été mis à mal par justement sa confrontation avec des armes qui ne ressemblaient plus ni à la guerre en dentelle du XVIIIe siècle ou du XVIIe, et moins encore à la chevalerie, mais qui ressemblait plutôt aux hauts fourneaux. C'est-à-dire qu'il y avait cette disproportion des moyens, de l'artillerie en particulier, mais pas seulement, les débuts de l'aviation et puis les gaz. Tout cela, en fait, a redonné une très grande humilité contrainte à l'homme, qui s'est senti finalement très démuni face à la méga-machine qui a commencé à se mettre en route à ce moment-là. Il y a une autre raison aussi pour laquelle nous analysons la guerre 14-18 comme l'origine, l'acte de naissance du monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. C'est qu'au-delà du mur infranchissable que nous oppose la doxa officielle de Hiroshima pour les meilleurs d'entre eux et d'Auschwitz, nous croyons que ces deux phénomènes trouvent leur explication dans la guerre 14-18. D'abord, ils y trouvent leur cause, puisque l'Allemagne a réarmé suite à l'ignoble et inique traité de Versailles, qui ne pouvait que conduire à une guerre, telle que l'avait prédit d'ailleurs Jacques Bainville dans Les conséquences politiques de la paix, dans lequel il prédisait justement l'avènement d'un pangermanisme beaucoup plus agressif, du fait même des conditions du traité de Versailles. Donc, non seulement Hiroshima et Auschwitz étaient contenus dans la guerre 14-18 comme conséquence politique de l'ordre ou du désordre européen
qui a succédé à cette guerre, mais surtout, tous les critères d'explication, d'interprétation de la Deuxième Guerre mondiale et de ses suites se trouvent tous contenus dans une analyse de ce conflit. L'aspect massif, l'aspect industriel, et d'une certaine façon, les aspects pré-totalitaires. Le totalitarisme est né des tranchées de 14-18, que ce soit le totalitarisme soviétique, même si l'idéologie communiste le précède. L'idéologie marxiste-léniniste précède la victoire des bolcheviks en 1917 contre les tsaristes en Russie, et plus tard encore contre l'ensemble de la coalition des nations occidentales qui se coaliseront contre le Dragon Rouge. Mais le type humain qui constitue la matière première du totalitarisme est né dans les tranchées de 14-18. Il en va de même du fascisme, qui est né dans les tranchées également. Et bien entendu, le nazisme, je dirais, était contenu là aussi dans les dispositions du traité de Versailles. Donc on voit bien que la guerre 14-18, d'une certaine manière, cristallise tous les phénomènes qui ne feront finalement que se déployer tout au cours du XXe siècle, qui commencera d'ailleurs en 1914 et non pas en 1899, comme le pense tout un chacun, puisqu'on peut considérer que le XIXe siècle s'est poursuivi jusqu'à ce conflit qui ouvre véritablement une période nouvelle dans laquelle malheureusement nous sommes encore et qui est, je crois, en train de se refermer. Cette époque est en train de se clore, on est en train enfin de sortir de ce XIXe siècle qui n'en finit pas, ce XIXe siècle à travers les âges, comme dirait Philippe Muret, et c'est parce que nous voulons renouer les fils de notre histoire que nous voulons aller chercher ce fil rompu à cet endroit-là, parce que c'est là qu'il est logé. Donc voilà pour ce constat sur la modernité. Et donc on peut peut-être revenir maintenant au projet. Après la modernité, que peut-il y avoir ? Eh bien, c'est tout à fait le propos d'Orage d'Acier, c'est d'être un vecteur de principes et de pratiques politiques en vue de contribuer à l'émergence de nouvelles conditions d'existence qui nous sembleraient plus conformes à la nature humaine, plus conformes même à la survie de l'espèce si on va par là. Et je pourrais donner quelques détails tout à l'heure en détaillant les thématiques que nous nous proposons d'aborder. C'est tout à fait ce que nous nous proposons de faire, c'est-à-dire de contribuer humblement, avec nos faibles moyens, nos très faibles moyens, à la constitution d'un projet politique afin de pouvoir justement conjurer les problèmes, les difficultés, les défis et les héritages plus qu'ambigus que nous laisse ce terrible XXe siècle qui s'est ouvert avec cette guerre. Voilà, c'est notre projet. Notre projet, c'est de contribuer à la refondation d'une droite authentique. C'est l'objet de cette radio, c'est de contribuer à diffuser des principes et des pratiques politiques conformes à la nature humaine et aux besoins de la France et des Français dans un premier temps, et plus largement à la restauration, je dirais, d'un conservatisme révolutionnaire qui soit aussi capable de traverser les frontières si cela devait s'avérer nécessaire. Donc pendant toute la deuxième partie du XXe siècle, les nations, et en particulier les nations européennes, étaient opposées à deux ennemis. Alors un qui paraissait assez évident, à savoir le communisme. Tous les patriotes, tous ceux qui étaient attachés à leur nation, tous les nationalistes, ont évidemment combattu le communisme. Et les plus éclairés ou les plus perspicaces d'entre eux combattaient aussi déjà la démocratie de marché et le capitalisme, ennemi qui a subsisté après la chute du mur de Berlin. Oui, qui est resté d'une certaine façon seul à bord, si tant est que le communisme international soit tout à fait disparu, ce que je ne crois pas du tout, mais cela pourrait faire l'objet d'une émission éventuellement. À l'issue de cette Première Guerre mondiale, la démocratie de marché se trouve dans une situation absolument de déréliction totale. L'essentiel des nations européennes tente de lui tourner le dos. Les oligarchies s'y accrochent, bien sûr, mais l'on voit partout monter à la fois, soit dans une veine totalitaire, qu'elle soit d'inspiration socialiste, communiste, communisante, qui regarde vers Moscou avec intérêt, ce qui à l'époque est une expérience toute nouvelle. Je pense à des esprits aussi éclairés, aussi intelligents que Simone Veil. Elle ne regarde pas tout avec les yeux de Chimène, bien sûr, dans l'expérience bolchevique, loin de là. Mais enfin, elle regarde aussi avec quelque espérance l'émergence d'un contre-modèle à cette démocratie de marché. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle, comme beaucoup de ses contemporains, sont prêts à essayer d'autres voies que la démocratie de marché, qui à l'époque est totalement ruinée dans son crédit auprès des populations et aussi auprès d'élites émergentes. Ce sera les non-conformistes des années 30, par exemple. Et puis en Allemagne, ce sera la révolution conservatrice. Mais pas seulement. On peut constater qu'un certain socialisme français et allemand, d'ailleurs,
va se détourner on va dire, des principes libéraux de la démocratie de marché pour tenter des solutions soit socialistes, soit à tout le moins sociales, qui ne valident pas l'anthropologie atomiste, individualiste, égoïste, du self-interest des libéraux qui, à l'époque, dominent pourtant dans ces nations européennes. Et cette situation de ruine de la démocratie de marché va trouver sa réponse dans la guerre. Et à l'issue de la guerre, en fait, cette démocratie de marché va se refaire une nouvelle jeunesse dans l'ordre nouveau instauré par la défaite de l'Europe sous la double domination des Américains et des Soviétiques. C'est à la faveur de cette situation nouvelle que la démocratie de marché va retrouver une deuxième jeunesse. Mais en réalité, des penseurs aussi éloignés que Charles Maurras ou Albert Camus n'ont plus aucune confiance dans la démocratie libérale au lendemain de la Première Guerre mondiale, et certainement pas à la veille de la Deuxième, et d'une certaine façon non plus au lendemain de la Deuxième. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la démocratie de marché, je dirais, c'est un pis-aller. Pour citer Churchill, qui n'est pas du tout une de mes références habituellement, c'est le pire des régimes, mais c'est le meilleur que l'on connaisse. Mais vous voyez, ce pessimisme même de ces défenseurs traduit le manque de confiance qui pouvait régner à l'égard des institutions de la démocratie de marché. Et en effet, là aussi, nous voulons renouer avec la critique de la démocratie de marché, qui est la tyrannie sous laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est à cette fin aussi que nous voulons renouer avec nos aînés, avec nos grands-parents, d'une certaine façon, nos arrière-grands-parents, qui étaient contemporains de ces orages d'acier, de Junger, cette figure absolument lumineuse qui nous inspire, je dois dire, beaucoup, et ses homologues français, bien entendu, que ce soit les non-conformistes des années 30, le meilleur de l'action française, mais aussi le néo-thomisme, le personnalisme d'un Mounier, le socialisme d'une Simone Veil, et tout le socialisme français qui va finalement de Sorel à Proudhon jusqu'à Albert Camus, en passant par les socialistes qui s'est illustré dans la Résistance. Alors il y a une référence qu'on n'a pas encore abordée et qui me paraît pourtant indispensable sur la critique du capitalisme, à savoir Guy Debord, avec ses deux ouvrages, La société du spectacle et les commentaires sur la société du spectacle, donc qui est un ouvrage en fait de vulgarisation qui a été écrit par Debord lui-même. Donc je conseille aux auditeurs de commencer par les commentaires sur la société du spectacle. Oui, tout à fait, c'est aussi une de nos références parce qu'en effet, si l'on regarde le grand phénomène, le phénomène absolument central, le phénomène absolument structurant, le phénomène absolument envahissant qui résume d'une certaine façon l'ensemble de nos combats, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme qui a été très brillamment et très définitivement disséqué, analysé et critiqué par Guy Debord dans ces deux ouvrages dont vous parliez, Julien. Et ce capitalisme qui apparaît sous nos yeux sous la forme de la société industrielle, des grands projets inutiles, de la démocratie de marché, de l'Union européenne, du TAFTA, tout cela ne sont que les masques d'un seul et même phénomène qu'est la mise en coupe réglée par le capitalisme, c'est-à-dire l'alliance de l'argent prédateur et de la technique, à la fois des hommes et de la nature. Et c'est maintenant la pause musicale. Ich soll nicht schlapp machen, schreibt Mutter. Das Vaterland braucht wieder eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, dann stimmte ich damit um die Wette aus allertiefstem Herzensgrund. Ein Loblied nach dem anderen an. Von dem, was Gott an mir getan hat.
Und du wirst jetzt nicht mehr weinen? Nein, nie mehr. Das Vaterland braucht wieder eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Und du wirst jetzt nicht mehr weinen? Nein, nie mehr. Das Vaterland braucht wieder eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Vergiss, dass du ein kleines Mädchen bist und sei ein guter Kamerad. Dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Dann stimmt ich damit um die Wette aus allertiefstem Herzensgrund. Ein Loblied nach dem anderen ab. Von dem, was Gott an mir getan. Und du wirst jetzt nicht mehr weinen? Nein, nie mehr. Das Vaterland braucht wieder eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Und du wirst jetzt nicht mehr weinen? Nein, nie mehr. Das Vaterland braucht wieder eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Und du wirst jetzt nicht mehr weinen? Nein, nie mehr. Das Vaterland braucht wieder eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Und du wirst jetzt nicht mehr weinen? Nein, nie mehr. Das Vaterland braucht wieder eiserne Menschen. Eiserne Menschen. Das Vaterland braucht wieder eiserne Menschen. Chers auditeurs, nous venons d'entendre Eiserne Menschen de Kreuzweg Ost,
c'est-à-dire des hommes de fer. Ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes de fer, dit les paroles de cette chanson. Orage d'acier, c'est bien sûr un projet politique. C'est l'objet central de notre travail, de diffuser ces messages, ces principes et ces pratiques politiques dans une logique d'influence en réalité, dans le but de rendre ces thématiques, ces préoccupations, ces manières de faire aussi de la politique, qui sont souvent en rupture avec la culture très classique du militantisme habituel, centré sur les seuls scrutins électoraux, afin de créer un véritable univers, donner des références, créer des dispositions à la vie intérieure. Et parmi ces sons, ces couleurs, ces figures que nous voulons évoquer par le biais de la musique, ou par le biais de tel ou tel visuel que nous postons sur le blog, ou que nous essayons aussi d'incarner par les visus qui annoncent les émissions, c'est tout un ensemble de références en fait, que nous voudrions aussi rendre plus communes à nos auditeurs. L'univers d'Orage d'acier, c'est le nationalisme français et les ZAD. C'est le grand siècle, le baroque, Bossuet et Lully. C'est l'Europe des cathédrales, l'Espagne de Santiago, l'Espagne des tertios, l'Espagne du flamenco. L'univers d'Orage d'acier, c'est encore la Barcelone anticommuniste de 1936. C'est l'Ukraine de Makhno, les partisans des Glières et les cafés enfumés de Paris. L'univers d'Orage d'acier, c'est la lecture d'Aristote, d'Heidegger et de Guy Debord. C'est la musique électro, la musique industrielle et les cantigas de Santiago. C'est la viole de gambe et le néo-folk. Ce sont les chants des lansquenets et le rock identitaire, la République des Alpes et les sombres forêts des Balkans. L'univers d'Orage d'acier, ce sont encore les tchétniks de Serbie, les partisans de Bandera et les camelots du roi, les nationalistes autonomes russes et les versions latines. L'univers d'Orage d'acier, c'est le grégorien et le steampunk, la cold wave et la musique cajun. Oui, c'est un peu tout ça, Orage d'acier, et bien plus encore, et j'espère que nos auditeurs auront le loisir et le plaisir de se familiariser avec certains de ces univers que nous voulons évoquer, souvent très brièvement à l'antenne, soit en diffusant une musique ou en effleurant tel ou tel univers littéraire, tel ou tel auteur ou tel épisode historique qui a retenu notre attention, parce qu'il nous semble qu'on peut y trouver non seulement des souvenirs réconfortants, le sentiment d'appartenir à une histoire qui se déroule, mais surtout y trouver des exemples, y invoquer des modèles parce que nous croyons que tout est à refaire, mais que tout peut être refait à neuf. Nous ne sommes pas du tout passéistes, nous ne sommes pas réactionnaires, tout peut être refait à neuf, et rien n'est perdu tant qu'il y a de la vie. Tant qu'il y a des Français conscients, tant qu'il y aura des Européens conscients et debout, alors il sera possible de tout refonder. Il faut d'abord des idées claires. Or, pour avoir les idées claires, il faut travailler, il faut lire, il faut se familiariser avec la mémoire historique, mais aussi avec la mémoire opérationnelle qui est celle de notre famille politique. Et c'est à ce travail-là que nous voulons aussi contribuer, en remettant à jour, en exhumant parfois certains contenus, certaines références historiques, certaines expériences qui, nous semble-t-il, peuvent servir pour demain de modèles, de prototypes. Oui, je pense que les modèles qu'on propose sur Orage d'acier n'ont rien à voir avec une simple nostalgie du passé, l'amour d'une époque disparue et devant laquelle on rêve, mais c'est au contraire des modèles, ne serait-ce qu'en termes de caractère, de tempérament, d'attitude à avoir face à la vie, face au monde, face aux difficultés que le monde nous présente. Oui, c'est ça. Comme disait Dominique Vénère, nous ne changerons peut-être pas le monde, mais en tout cas, le monde ne nous changera pas. C'est un peu le point de départ. Ensuite, nous avons confiance aussi dans notre capacité, par la recherche de la vérité, en particulier des vérités politiques, notre capacité à influer sur les événements, à convaincre nos contemporains, à gagner nos compatriotes à nos idées, à les rendre plus transsubjectives, c'est-à-dire que les gens les adoptent et s'en imprègnent, afin de changer le climat culturel et le climat politique qui nous environne, et recréer les conditions d'une politique française et d'une civilisation européenne. On peut maintenant parler plus concrètement de la diffusion d'Orage d'acier. Quand et comment écouter Orage d'acier ? Alors, Orage d'acier a débuté en fait comme une émission destinée à remplir une grille d'un serveur français en devenir autour de l'émission Méridien Zéro.
certains de nos auditeurs le savent, je collaborais à Méridien Zéro, je collaborerai sans doute d'ailleurs à l'avenir encore avec cette fine équipe. Mais enfin, l'idée était de découpler une partie des équipes pour commencer à remplir une grille de programme. Et c'est ainsi que l'idée d'Orage d'Acier est née, pour donner la voix à la révolution conservatrice que nous incarnons, que nous essayons d'incarner au mieux, la voix de cette jeune droite, avec un D majuscule au sens de Julius Evola, c'est-à-dire une droite des principes, et non pas une droite opportuniste, une droite d'affaires, une droite libérale, comme le pensent souvent les gens lorsqu'on évoque ce mot, maintenant assez honni, même s'il a fait un retour ces dernières années en grâce dans le vocabulaire politique. C'est autour de Méridien Zéro qu'est né ce projet, afin de créer un vecteur nouveau, un vecteur original. Et le projet en lui-même d'ailleurs s'en ressent, puisque nous abordons les choses très différemment de nos camarades de Méridien Zéro, avec qui nous entretenons d'ailleurs les meilleures relations et qui nous font l'amabilité de nous reposter dans la semaine qui suit, enfin dans les premiers jours de la semaine qui suit la diffusion, le dimanche soir à 19h. Alors nous sommes diffusés le dimanche soir à 19h, évidemment sur le blog oragedacier.info, également sur les ondes de Québécois Liberata, qui est animé par un de nos camarades canadiens, français, qui diffuse en fait en première, en prime, si l'on veut, l'émission à 19h le dimanche soir, 19h pétante, sur ces ondes, que l'on peut très facilement trouver soit sur Internet, soit également sur le blog de Méridien Zéro, puisque un lecteur se trouve sur la gauche et vous permet d'écouter l'émission lors de sa première diffusion à 19h. L'ensemble des émissions, bien sûr, sont enregistrées. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ensuite, vous la trouvez également à la même heure, à 19h, le dimanche soir, postée sur YouTube, sur la chaîne Orage d'Acier, tout simplement. Alors, pourquoi nous avons choisi d'être exclusivement enregistrés ? D'abord, pour une raison simple, c'est que nous ne faisons pas d'actualité. Nous traitons de sujets de fond, c'est un choix éditorial délibéré. Nous le ferons peut-être lors d'occasions vraiment exceptionnelles, si un besoin s'en faisait sentir, mais ce n'est pas notre propos. Nous, notre propos, c'est d'aller au fond des choses, d'essayer de prendre de la hauteur, et donc de prendre aussi le temps, de prendre du recul par rapport à l'événement, et c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas d'actu, et c'est la raison aussi pour laquelle nous n'avons pas besoin d'émettre en direct à l'heure de diffusion le dimanche soir à 19h. Les émissions sont enregistrées pour des raisons de commodité aussi. Au vu de nos moyens, nous ne sommes pas toujours disponibles à l'heure de la diffusion, mais nous nous attelons à être présents, être prêts tous les dimanches soirs à 19h pour une diffusion, je dirais, worldwide, mondiale, puisque nous sommes présents sur YouTube, et cette vidéo peut donc être visionnée par tous les francophones du monde à cette heure-là, pour ceux qui le souhaitent. Je le dis sans fausse humilité, je le dis un peu avec humour, parce que je sais que l'audience n'est toujours pas au rendez-vous. Nous avons finalement assez peu réussi à franchir le mur de la censure, même dans des cercles assez proches. Tout ce qui relève de la dissidence, avec beaucoup de guillemets, par exemple, nous boycottent délibérément. Je ne pense pas que ce soit le fruit tout à fait du hasard. Je crois que c'est parce que certains ont compris que nous étions structurés et que nous étions là pour rester, nous étions là pour durer. Et c'est un peu le projet, le pari de l'équipe de Fréquence Orage d'Acier, c'est que nous allons être là sur le long terme et que donc nous finirons par obtenir les résultats que nous nous sommes assignés comme objectif, c'est-à-dire de rendre monopolistique, ou en tout cas oligopolistique, nos vues, nos principes, nos pratiques politiques, nos centres d'intérêt, nos axes de travail, notre méthode, afin de rendre toujours plus présents nos idées, par le biais aussi de rebonds de ces thématiques que nous allons porter, et nous allons porter encore longtemps, avec cette régularité hebdomadaire. Nous avons la conviction que ces thématiques seront reprises, approfondies par d'autres, thématisées différemment, réappropriées, retravaillées, creusées par d'autres équipes. Et c'est tout à fait notre projet, c'est ainsi que nous travaillons sur Orage d'Acier depuis le début autour du blog. Et nous avons eu quelques succès à ce sujet, par exemple la thématique de l'enracinement, quelques autres concepts comme l'autonomie aussi, qui a eu quelques succès, ou encore des expériences que nous avons faites pendant la Manif pour tous, où tout un travail métapolitique et culturel qui avait été entamé en amont s'est retrouvé en fait réalisé dans certains des supports graphiques de la manifestation pour tous, certains slogans, certains mots d'ordre, certaines méthodes aussi, puisque nous nous flattons de former une partie importante de la jeune droite parisienne, francilienne, et nous avons aussi, lors des universités d'été auxquelles nous sommes présents une fois par an, eu le plaisir de former des jeunes gens qui sont ensuite partis vers d'autres aventures, mais qui continuent de porter finalement ces principes que nous essayons de promouvoir à temps et à contre-temps.
On ne fait pas d'actualité, certes. On peut en faire si événement exceptionnel. Les attentats du 13 novembre dernier sont un événement exceptionnel. On peut peut-être expliquer en quelques mots à nos auditeurs pourquoi on n'a pas fait d'émission sur ces attentats. Oui, en fait, il se trouve que le hasard du calendrier a voulu que 3 semaines, je crois, avant les attentats du 13 novembre, nous avons diffusé une émission que nous avions réalisée, vous et moi, Julien, intitulée « Le terrorisme de synthèse ». Et il nous a pas semblé utile d'y revenir, sinon de signaler à ceux que ça intéressait l'existence de cette émission qui, je crois, répond assez largement aux interrogations, aux incompréhensions, ou à la colère, enfin toutes les réactions qu'on a pu constater dans nos environnements immédiats, aussi bien, je dirais aussi, que dans la culture plus mass-média. C'est notre réponse à ces événements et qui, d'une certaine façon, avait précédé la question. Donc je renvoie ceux que ça intéresse à cette émission. Il ne nous a pas semblé utile de redire ce que nous avions dit 3 semaines avant, de la même façon qu'il ne nous a pas semblé utile non plus d'intervenir à chaud, parce que, justement, les esprits étaient particulièrement bouleversés, échauffés, énervés, et assez peu disposés, en fait, à entendre les réponses aux questions qu'ils étaient bien disposés à poser, par ailleurs. Cette question, de toute façon, reviendra, et je ferai la même réponse, mais enfin, pour dire un mot quand même, je dirais, de vive voix à ces questions qui ont émergé depuis, le Reichstag brûle. Et ce slogan à lui seul est une réponse. Une bonne partie de l'opinion publique est relativement avertie de ces questions-là. Le travail a été largement fait pour la question du 11 septembre. Pour la question de Charlie aussi, beaucoup de documentation a circulé. Et ça commence à être le cas sur la question du 13 novembre. Ensuite, c'est un travail qui est à faire, une revue d'actualité précise des attentats du 13 novembre qui finalement confirme cette analyse. Mais nous avons fait le choix éditorial, vous l'avez dit, Monsieur K, de traiter de sujets de fond, donc nous ne faisons pas de revue d'actualité. On peut maintenant peut-être aborder la question de l'équipe du blog. Qui est derrière Orage d'Acier ? Oui, écoutez, l'équipe qui est derrière Orage d'Acier, c'est la même équipe depuis le début. C'est un groupe de camarades qui sont aussi un groupe d'amis, qui tous se sont retrouvés autour des slogans de la révolution conservatrice, c'est-à-dire autonomie et enracinement. Autonomie au sens de liberté, le fait de se donner à soi-même sa norme. Liberté au pluriel. Ce n'est évidemment pas la liberté formelle des libéraux, ce sont les libertés concrètes, les libertés pratiques, les libertés contre toutes les formes de tyrannie, de domination, qu'elles soient capitalistes, étatistes, ou des pouvoirs de l'argent, des pouvoirs de la technique aussi, et de toutes les formes de dépendance, les nouvelles dépendances, que ce soit à l'électronique, aux drogues nouvelles, qu'il s'agisse aussi bien d'ailleurs de la cocaïne des quartiers chics que de la kétamine des salafistes takfirisés que l'on a vu opérer aussi bien en Syrie que dans les quartiers parisiens. Ces deux mots d'ordre, autonomie et enracinement, évidemment, à l'ombre de Simone Veil, enracinement, c'est-à-dire cette forme d'appartenance tout à fait charnelle qui va parfois jusqu'à la petitesse d'un quartier, d'une commune, d'un pays, entendu au sens du pays, d'un pays, d'une petite matrie à l'intérieur de la nation française, jusqu'au sublime de la civilisation européenne, avec ses sommets de culture que peuvent être aussi bien la musique de Beethoven que les grandes œuvres de l'esprit, qu'il s'agisse de Nietzsche, La Fontaine ou Philippe Muret. On peut préciser qu'il y a dans ce groupe 2 axes de travail, révolutionnaire et politique. Oui, tout à fait. Cette équipe s'efforce d'abord par des opérations de formation au long cours, puisque maintenant ça va faire presque 10 ans que nous travaillons à la formation d'une relève politique d'une jeune droite conséquente, formée aux principes pérennes, aux principes permanents d'une droite authentique, que nous allons chercher en réalité dans la philosophie classique. Nous croyons fondamentalement que les problèmes de la modernité peuvent être résolus en allant chercher des réponses dans la philosophie classique, c'est-à-dire cette longue lignée qui va d'Aristote et du réalisme, de l'école réaliste aristotélicienne, jusqu'à Marcel de Corte, en passant par Thomas d'Aquin, Maurras ou Julien Freund. Cette équipe puise également ses réflexions à l'école du socialisme français, de Sorel, Proudhon, jusqu'à Albert Camus, en passant par Simone Veil, du socialisme français et du socialisme européen, de socialisme pratique des Cosaques de Makhno, par exemple,
ou de la critique radicale et absolument indispensable à mon sens pour au moins les dirigeants d'une élite révolutionnaire, de Guy Debord, de l'école situationniste plus globalement, et de la critique, c'est-à-dire des gens aujourd'hui comme Victor Cousin par exemple. Contrairement à nos camarades de Méridien Zéro, qui eux ont un invité chaque semaine, nous avons pris le parti de rester la même équipe derrière le micro, sans inviter systématiquement quelqu'un d'extérieur, ce que nous pouvons faire à l'occasion, mais la règle est inverse. Peut-être dire un mot là-dessus ? Oui, nous avons fait aussi ce second choix éditorial de ne pas centrer les émissions autour d'un invité, parce qu'il nous a semblé justement que à travailler de cette façon, et c'est pas du tout une critique évidemment du travail de Méridien Zéro, qui travaille finalement un peu comme un magazine, avec un dossier central, c'est un peu le principe. Et avec donc un invité, c'est aussi une preuve d'ouverture d'esprit de leur part, une capacité aussi à convaincre des personnalités de venir à leur micro, donc aussi la marque de certains succès, puisque certaines personnalités qui se sont données au micro de Méridien Zéro ont pu étonner tel ou tel, à commencer par moi. Donc c'est pas du tout, ne voyez là aucune critique, mais enfin nous on a fait un autre choix, encore une fois pour des raisons de ligne éditoriale. Nous avons choisi de ne pas centrer nos émissions autour d'un invité, parce que c'est un travail par touche. C'est un travail un petit peu pointilliste qui finalement a du mal à trouver son unité, sinon par, je dirais, la globalité du travail éditorial sur le long terme. Nous avons voulu, et c'est tout à fait le projet d'Orage d'Acier, et son humilité de moyens et son humilité aussi de projet, et se loge absolument là, nous voulons donner la parole à des militants formés et authentiquement représentants de cette révolution conservatrice. Et nous pensons aussi que nous ne pouvons compter que sur nos forces, que sur nous-mêmes, afin d'exprimer, même avec les imperfections nombreuses qui sont encore les nôtres, exprimer cette ligne politique, cette voix particulière, même si elle a du mal à se faire entendre. Nous avons voulu lui préserver un espace d'expression totale, au sens où elle est la seule représentée à ce micro, afin justement de lui ménager le temps de s'exprimer, de se déployer, de pouvoir faire valoir ses points de vue et de montrer de quelle façon ce travail qui a été accompli en amont et qui est retraduit devant le micro de Fréquence Orage d'Acier est pertinent et nécessaire et au service de la vérité politique. Nous le disons avec humilité, mais nous croyons nous être mis au service de vérités politiques qui sont par ailleurs contestées, qui peuvent faire l'objet d'un débat ou de contestation, de refus même. Mais nous croyons-nous que ces vérités, d'une certaine façon, nous surplombent, nous dépassent. Elles ne nous appartiennent pas. Nous sommes à leur service, et c'est de cette façon seulement que nous pouvons les mettre en lumière, sans parasites, sans opinions, je dirais, secondaires qui viendraient polluer le message central, parce que très souvent les invités qui peuvent être proposés au micro de telle ou telle radio, que ce soit Méridien Zéro, Radio Courtoisie ou d'autres projets, ils viennent avec tout leur bagage, et avec leurs opinions divergentes sur des sujets qui parfois nous semblent très importants. Or nous avons voulu, nous, produire avec cette équipe des contenus qui, en eux-mêmes, sont non contradictoires entre eux, enfin, du moins, autant qu'il est possible. Même si nous gardons une place au débat, et nous l'aborderons peut-être tout à l'heure, il y aura un format de certaines émissions qui sera centré autour d'un débat, parce que nous sommes très attachés au débat interne, et nous croyons que même si nous partageons l'essentiel de nos points de vue, sur parfois des points secondaires, nous sommes non seulement enclins au débat, mais nous y sommes très attachés. Nous voulons entretenir une culture du débat interne afin justement de ne pas manquer des opportunités politiques qui pourraient se faire jour à l'avenir du fait de l'asphyxie du débat interne. Il faut peut-être éclairer un autre choix éditorial qui est celui du format de Fréquence Orage d'Acier qui dure 1 heure. Ce qui a pu nous être reproché, notre camarade de Québéca Liberata nous a déjà proposé une tribune plus longue, mais nous restons sur ce format d'1 heure. Format d'1 heure qui reste en fait assez théorique. La plupart des émissions font aux alentours d'1 heure. Il est vrai que le net nous permettrait de disposer de formats beaucoup plus larges, puisqu'il n'y a pas de limite. On peut héberger sur les plateformes de partage telles que YouTube des vidéos beaucoup plus longues que 1 heure. Nous interdisons pas du tout de déborder autour de 1 heure, 1h10, 1h20, quand le besoin s'en fait sentir. Si voilà, nous avons un petit peu débordé sur notre format, c'est pas un problème, on garde cette liberté, mais nous avons voulu un format plus court que les émissions, par exemple, de Méridien Zéro, ou que des émissions qu'on trouve sur Radio Courtoisie, ou qu'on peut trouver aussi sur le net. Voilà, nous avons choisi ce format
pour des raisons aussi, non pas de réalisation, mais plutôt de l'écoute. Nous avons remarqué que les vidéos qui étaient plus longues que cela avaient tendance finalement à faire peu de vues. Et surtout, en fait, les gens peut-être les lancent-ils, mais ne les écoutent pas jusqu'au bout. Nous avons fait aussi le choix, dans le même ordre d'idées, de rythmer nos émissions par 1 ou 2 pauses musicales pour justement donner une respiration à l'émission et conserver aussi une certaine concentration du propos afin de ne pas trop se laisser à des digressions qui sont toujours permises lorsqu'on n'a pas fixé de format ou lorsqu'on a un format 1h30, 2 heures. Chaque émission pourrait être prolongée, bien sûr, mais il faut à un moment donné arbitrer, faire des choix, et c'est ce choix que nous avons fait justement pour le service de l'auditeur en réalité. Chers auditeurs, avant de passer aux différents thèmes d'émission, nous allons passer à la deuxième pause musicale. Vous êtes toujours sur Fréquence Orage d'Acier, nous venons d'écouter Orage d'Acier de Paris Violence. Nous allons maintenant aborder quelques émissions que nous avons déjà faites et diffusées. Monsieur K ? Oui, juste un mot sur la musique. Paris Violence est un bref résumé en fait de beaucoup des univers que nous abordons sur les ondes de Fréquence Orage d'Acier, puisque il aborde aussi bien des figures comme Unger Steinberg, voilà, ici une évocation de la guerre 14-18, l'absinthe, enfin tout un ensemble de thèmes tout à fait variés qui n'ont la plupart du temps rien à voir entre eux, mais qui tracent quand même une certaine carte intérieure qui correspond bien à nos univers. Oui, nous avons, à l'heure d'aujourd'hui, diffusé 11 émissions, donc ça fait 11 semaines que nous existons. La première était centrée sur la figure de Orwell et de son œuvre majeure 1984. La seconde était intitulée « Où va le football français ?» Là, nous avons parlé avec des aficionados de football, moi qui n'y connais rien, un peu de l'avenir du football français, à la fois sur le terrain et aussi, je dirais, derrière les vestiaires, dans tout ce qui concernait les affaires d'argent, l'émission du Qatar. Mais je pense qu'on y reviendra, même si c'est une émission qui avait été très critiquée. Je crois que c'est un sujet qui passionne. Donc on reviendra, on refera un deuxième volet de cette émission « Où va le football français ?» pour parler des aspects plus, justement, business, et aussi du mercato, et puis pourquoi pas aussi du championnat français. La troisième émission, qui était celle qui a remporté le plus grand succès, concernait la vague migratoire que subissait l'Europe. Nous avions choisi là de parler d'un fait d'actualité, mais de l'aborder, je dirais, avec ses soubassements historiques et politiques, et également en abordant la chose d'un point de vue, je dirais, thématique, philosophique, au sens de redonner des motifs de combattre à ceux qui parfois sont scandalisés de cette vague migratoire, mais qui doutent des raisons que nous avons de défendre nos droits sur notre sol. Nous étions ce jour-là en présence d'Alexandra Preval, qui a, je crois, donné des munitions oratoires pour ceux qui pourraient être confrontés dans leur famille, dans leur travail, dans leur cercle d'amis, à des oppositions d'ordre, je dirais, humanitaire, contre notre refus absolu de cette vague migratoire en Europe, sous des prétextes
de générosité ou d'ouverture à l'autre. Nous avons ensuite fait une excursion en Amérique. Nous avons essayé de brosser un tableau un peu impressionniste de l'Amérique que nous aimions, une Amérique à la fois indienne et une Amérique européenne, avec un panel un peu historique, à peine effleuré, qui nous menait en gros des conquêtes des missions espagnoles jusque à la route de Jacques Kerouac, qui est un des ouvrages qui a beaucoup retenu notre attention. Nous avons ensuite parlé du terrorisme de synthèse, nous l'avons abordé en première partie d'émission. Cette émission avait pour but finalement d'expliquer les ressorts du terrorisme de synthèse, c'est-à-dire du terrorisme sponsor étatique. Expliquer, comme l'avait d'ailleurs dit très justement Émeric Chopra dans une petite vidéo qui circule encore sur le net, que toute opération terroriste était toujours une opération étatique. En particulier, nous avions renvoyé nos auditeurs à la lecture du terrorisme et de l'État de Gianfranco Sanguinetti, le pendant de Guy Debord en Italie, qui a dit les choses les plus définitives à ce sujet. Nous avons ensuite abordé les trahisons de la droite, en passant en revue toutes les trahisons de la droite d'affaires, depuis De Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy et je dirais jusqu'aux trahisons encore en cours. Nous avons ensuite abordé une émission beaucoup plus philosophique qui abordait les fondamentaux de notre pensée, de nos références, avec Philippe Champ, qui nous a entretenu de ce slogan qu'avait lancé Charles Maurras, politique d'abord, dans un sens très aristotélicien. Il nous a expliqué la primauté du politique, l'essence du politique aussi, en s'appuyant sur les travaux de Julien Freund, le Carl Schmitt suisse, qui a beaucoup influencé l'université française, et ce qui se fait encore de mieux dans le conservatisme intellectuel et philosophique en France. Je pense à des gens comme Chantal Delsol. Cette émission Politique d'abord est une émission fondamentale à laquelle je renvoie bien volontiers nos auditeurs. Oui, nos auditeurs qui l'ont particulièrement boudé, parce que je crois que c'était ardu, et que malheureusement, des comportements consuméristes se sont beaucoup trop diffusés déjà dans le monde militant, qui est de moins en moins militant et de plus en plus spectateur. Ça me déçoit un peu, ça ne me surprend pas, mais ça me peine un peu de voir qu'un travail aussi qualitatif d'un homme aussi important dans l'ordre de la pensée que Philippe Champ soit boudé de la sorte par nos jeunes camarades. Nous avons ensuite essayé de lancer quelques bouteilles à la mer à cette jeunesse, en invitant Julien Langella, en essayant de lui faire parler sur des sujets un peu différents de ce qu'il avait pu aborder sur les ondes de Méridien Zéro, ou dans les différentes conférences qu'il avait pu donner en Île-de-France. Nous sommes ensuite consacrés à un thème qui nous tenait beaucoup à cœur, Julien, qui était le recours aux forêts, qui est un autre ouvrage d'Ernst Junger, et qui, d'une certaine façon, dans une dimension plus littéraire, plus esthétique, plus intérieure aussi, rendait compte de notre préoccupation cardinale pour la question environnementale, en particulier pour la vie sauvage, les paysages européens, ces paysages de forêt, qui nous hantent, qui nous habitent, mais aussi renvoie à quelques motifs politiques, comme, je dirais, la figure du partisan de Carl Schmitt, ou toutes ces figures de la résistance, qu'elles soient armées ou antifiscales, que nous avons brossées lors de cette émission. Poursuivant un peu ce travail de manière un peu plus concrète, et un peu pour lancer cette fois une main tendue à certains militants anticapitalistes de l'autre rive, qui sont le plus souvent, sinon des ennemis, en tout cas des adversaires, pour ma part bien involontaires, parce que je ne leur veux pas beaucoup de mal, mais enfin, eux, c'est le cas, ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas que nous nous emparions des thématiques environnementales qui pourtant sont les nôtres depuis que notre famille politique, notre famille spirituelle existe. Nous avons abordé tous ces projets inutiles, à commencer par bien sûr Notre-Dame-des-Landes, cet aéroport monstrueux et tout à fait inutile qu'on veut construire dans le bocage breton, et qui est un peu la figure exemplaire des ZAD, des zones à défendre, jusqu'à la ZAD, la zone à défendre de Sainte-Rita, dans le 15e arrondissement, où vous-même, Julien, avez beaucoup sué sang et eau pour essayer de sauver cette église de la destruction en vue de construire des parkings et des logements sociaux. Enfin, nous avons fait une émission avec un petit peu le cœur atomique de notre équipe, avec Mathieu en particulier, et Alexandra Preval, chinois, et vous-même, Julien, sur un nationalisme du XXIe siècle, pour un nationalisme du XXIe siècle. Nous avons essayé d'expliquer ce qu'il s'agissait de conserver du nationalisme dont nous avons hérité, et qu'est-ce qui était encore pertinent et utile à valoriser dans ce patrimoine immense que nous avons reçu dans le cadre des combats présents et à venir contre le mondialisme, le capitalisme et d'une certaine façon aussi les réviviscences d'un socialisme qui ne veut pas dire son nom, sous le thème d'écologie tout à fait fallacieuse, comme l'a donné en exemple la COP21 ces derniers jours à Paris. Voilà, ça c'était pour les travaux passés.
Pour faire un petit panorama rapide de ce que nous avions abordé, Julien, je crois que vous avez une liste des thématiques que nous serions susceptibles d'aborder, alors dans le désordre, et sans aucune garantie que ça ait lieu, mais enfin, vous pouvez peut-être nous donner un petit aperçu de ce que vous avez dans votre sac, Julien. Oui, alors on a plusieurs thèmes d'émissions à faire. Donc révolte contre le monde moderne, qui est un thème qui a été largement popularisé par le blog Zentropa. Violence et politique. Écologie radicale. Donc pour faire une émission de fond sur ces préoccupations, sur ces thèmes qui sont de notre famille politique fondamentalement, qui ont été malheureusement trop oubliés, dont se sont maintenant emparés les antifascistes. On a une archéologie de l'antifascisme justement, une émission un peu plus amusante et légère sur un cabinet de curiosité, une émission plus politique, Où va le Front National, qui serait peut-être intéressant de faire en dehors d'une période électorale pour pouvoir parler plus profondément des différents courants, des différentes tendances et de l'évolution du Front National. Une émission musicale que j'aimerais faire et qui me tient beaucoup à cœur sur le métal français. Une émission sportive qui tient beaucoup à cœur à Monsieur K sur le Systema. Oui, le Systema, ce système de combat européen d'origine russe, qui a tiré ses racines dans le sambo et dans les arts de combat des Cosaques, et qui a ensuite été systématisé par les médecins soviétiques tout début des années 50 pour donner à Staline des gardes du corps qui étaient les seuls habilités à pratiquer ces arts alors interdits. Ensuite, une autre émission plus concrète sur la garde à vue, parce que je pense que c'est un thème sur lequel les militants et les jeunes militants ont encore et toujours besoin d'être formés. Une émission sous la forme d'un débat sur le nucléaire. Les écologistes sont opposés au nucléaire pour de bonnes raisons. D'autres sont en faveur du nucléaire pour des raisons de puissance de la France. Les deux positions sont intéressantes à creuser et je pense qu'on le fera à ce micro. Ça, c'est typiquement l'émission exemplaire de ce que je voulais dire tout à l'heure concernant les émissions de débat. Nous allons essayer d'organiser des débats sur des sujets aussi importants que quelle Europe nous voulons, avec des défenseurs, disons, de la grande Europe, pour faire simple, face à des nationalistes plus classiques. Nous organiserons aussi des débats sur le végétarisme et la chasse. Voilà, des débats sur plus secondaires, c'est vrai, mais qui sont des fractures qui traversent parfois le monde militant. Il y a des gens qui pratiquent le végétarisme, d'autres qui sont chasseurs et qui cohabitent parfois dans les mêmes organisations politiques. Mais ces débats existent au cœur du monde militant et il s'agirait de les soulever. Ensuite, une autre émission qui ne serait pas un débat contre la laïcité. Une émission culinaire, Retourne dans ta cuisine, pourquoi et éventuellement comment bien manger. Une émission pour la peine de mort, quoiqu'il pourrait y avoir débat sur cette question précise. Une émission sobrement intitulée ACAB, pour rappeler à nos chers amis droitards ce qu'est la police, ce que la police leur a fait il y a 2 ans à peine, et ce qu'elle continue à faire contre des militants politiques. Je pense évidemment à ceux qui se sont rassemblés place de la République, et ce qui a donné à plus de 300 gardes à vue et plus de 300 interpellations. Mais aussi du côté de Calais et dans le nord de la France, des interpellations sans motif, favorisées par l'état d'urgence, de certains de nos camarades nationalistes qui s'étaient rendus coupables d'à peu près rien et qui se trouvent aujourd'hui interdits de se voir, accusés de reconstitution de ligue dissoute et ce genre de joyeuseté du fait, encore une fois, de cette police politique scélérate qui augmente un peu plus chaque jour sa répression. Une autre émission sur le gramscisme qui pourrait s'intituler Bilan d'une impasse. Sortons du gramscisme. Et enfin, mais la liste n'est pas terminée, une émission peut-être un peu plus dans la tonalité de celle sur le recours aux forêts, sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais écoutez, chers amis auditeurs, je crois que sans avoir fait le tour, en tout cas, nous avons abordé et tenté de répondre à cette question « Qu'est-ce qu'Orage d'acier ?» Et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, tu dois combattre.